Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de La Jurée, le premier roman de Claire Géano, la créatrice du podcast Pile. Publié chez HarperCollins Traversée, la collection de littérature française de la maison, ce livre met en scène Anna Zeller, tirée au sort pour devenir jurée aux assises, qui va se retrouver face à des choix cruciaux et à la fragilité des évidences. Une image inédite d'un procès, en se plaçant du côté des jurés, que Claire Géano a su rendre encore plus crédible en assistant elle-même à plusieurs procès pour retranscrire au mieux l'ambiance d'un tribunal. Un premier roman plein de lumière sur la quête de vérité que je vous invite donc à découvrir. Ça s'appelle La Jurée de Claire Géano chez HarperCollins. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec la chanteuse Marie-Flore que j'ai discuté à l'occasion de la réédition de son dernier album « Je sais pas si ça va », dans laquelle figurent 3 titres repris en version quatuor, ainsi qu'un duo avec Julien Doré, Palmier en hiver. L'occasion parfaite pour se rencontrer et parler un peu musique. Alors avec Marie-Flore, on a parlé de la manière dont elle a commencé sa carrière en postant une chanson sur internet, de sa rencontre avec Julien Doré, de son rapport à la scène qui n'a pas toujours été facile, ou encore de sa prochaine date à l'Olympia le 6 avril. Bonne écoute. Bonjour Marie-Flore. Hello. Alors on est là pour parler de musique évidemment, mais étrangement je vais commencer par parler de ton prénom, qui je crois a une petite histoire qui dit peut-être quelque chose de ton rapport à la musique, c'est lié à une certaine Joan Baez. Mm-hmm. Est-ce que tu peux raconter l'histoire très rapidement et surtout, est-ce que ça dit quelque chose du milieu dans lequel tu as grandi ? Oui. Alors en fait, c'est vrai que mes parents étaient des grands fans de Joan Baez, qui est donc une chanteuse des années 60, bon, qui continue toujours. C'est une grande chanteuse américaine folk qui a fait beaucoup de protest songs. Et donc ils étaient effectivement très fans de Joan Baez, qui a donc écrit une chanson qui s'appelle Marie-Flore, qui parle donc d'une jeune fille qu'elle a rencontrée à Arles, dans le sud de la France. Et donc voilà, et quand je suis née, donc ils ont décidé de m'appeler comme cette chanson qu'ils aimaient vraiment beaucoup. Et effectivement, ça en dit pas mal sur l'univers musical dans lequel j'ai grandi, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de Leonard Cohen, Joan Baez, Bob Dylan qui tournaient sur la platine de la maison. Ouais. Ils étaient musiciens ou chanteurs ou je ne sais quoi, tes parents ? Pas du tout, mélomanes, je dirais. Ils étaient très fans de musique. Ensuite, après, c'est plus sur le tard, quoi. Quand j'ai grandi, ils n'étaient absolument pas musiciens. Et puis là, depuis quelques années, ma mère chante dans des chorales. Et puis voilà, mon père est harpiste, mais c'est pas du tout des choses qu'il faisait quand j'étais bébé. Pas du tout. Alors, tu as commencé ton apprentissage de la musique au conservatoire que tu as quitté. Ouais, tout à fait. Pour te lancer en autodidacte. J'ai aussi vu une info qui recoupe ce parcours, c'est que tu as commencé sur MySpace. Ouais. Mais ah bon ? Quoi ? Ça m'a fait une piqûre tu te rappelais plus de ce de site ? nostalgie presque. Ben non, ouais. Et c'est de cette manière que tu as commencé. Il y a un type qui t'a repéré. Ouais. C'est vraiment de cette manière. Un manager, en fait. Okay. Tout à fait. En fait, à l'époque, j'avais aucune idée de, tu sais, comment m'enregistrer. Donc, en gros, je faisais des bars. Je faisais les bars, le chapeau, etc. Et puis, je suis allée répéter dans un studio de répète en banlieue. J'ai rencontré un mec qui savait enregistrer du son, quoi. Et donc, il m'a dit, tiens, ça a l'air pas mal ce que tu fais. Je vais enregistrer une maquette pour toi. Ce que j'ai fait. Et ensuite... via MySpace, ce qui était donc le truc à l'époque sur lequel tu pouvais mettre de la musique. J'ai ouvert mon compte et j'ai uploadé cette première chanson. Et effectivement, ce manager va savoir comment, mais est tombé sur ma page et m'a écrit en me disant « Dis donc, cette chanson, elle est pas mal. » Donc voilà, et c'est parti comme ça. Et à vrai dire, un peu sur un malentendu, parce que moi, je faisais ça vraiment pour le... plaisir, quoi. J'avais pas du tout... Non, j'étais à la fac, tu vois, j'avais aucune ambition dans le milieu, quoi. Et puis voilà, il m'a dit, est-ce que tu as d'autres chansons ? Et donc j'ai menti, j'ai dit oui, bien entendu, parce que c'est un manager qui représentait un artiste que j'aimais énormément, quoi. Et je me suis dit, ah mon Dieu, c'est génial, quoi. Si jamais je peux rentrer dans cette écurie et avoir la chance d'être représentée par ce mec, c'est cool. Et donc voilà, et ça s'est vraiment fait comme ça. Et en fait, j'ai tout lâché, mes études et tout, du jour au lendemain, sur justement
juste ce petit message où je savais que je devais présenter des chansons 15 jours après. Et c'est forme... parti comme ça, quoi. Et j'ai jamais remis les pieds à la fac depuis. Avec un peu une forme d'inconscience, non ? Complètement. C'était là, très bizarre. J'ai tout quitté comme ça, tu me dis ça, je te dis ok. Ouais, c'était super bizarre parce qu'en plus j'étais en fac de droit, donc a priori pas forcément prédestinée à la musique, et je sais pas, inconscience et à la fois peut-être une sorte de, je sais pas, de truc intérieur qui fait que quand tu sais que c'est le bon choix. Tu t'en fous de tout, quoi. Je sais pas comment dire, j'ai même pas réfléchi en fait. Okay. C'était même pas une. Ça a été papa, maman, j'arrête tout et je vais jouer dans les bars du canal Saint-Martin et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ouais. Ok, bon, de toute évidence, c'était le bon. C'était pas le mauvais choix en tout cas. Et si aujourd'hui on se voit, c'est parce que ton dernier album, je sais pas si ça va, sort en réédition avec 3 versions quatuor, donc les titres 20 ans, Mal barré et Je sais qu'il est tard. Et il y a un titre inédit, Palmier en hiver, en duo avec un certain Julien Doré. Je crois que ça fait quelques temps que tu le connais. Tu lui avais déjà envoyé la démo, c'est ça ? Ouais. À la base ? En fait, ça fait partie des... c'est une des premières personnes à qui j'ai envoyé mes premiers titres quand je les ai écrits en français. Parce qu'au tout début, j'écrivais en anglais. Pour la petite histoire. Et donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et puis ensuite, j'ai un peu... commencé à écrire en français et Julien était un petit peu dans mon groupe d'amis, on va dire. Okay. Et j'ai pu du coup avoir la possibilité de lui faire écouter Palmier en hiver, qui était le premier titre que j'ai écrit, et donc d'avoir son avis. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup encouragée parce qu'il a été très cool, quoi, en me disant les paroles sont super, et donc ça m'a confortée, on va dire, parce que je connaissais absolument personne dans le milieu de la musique à l'époque, et surtout venant d'une figure comme ça fait toujours plaisir. Mais du coup, c'était d'avoir son avis pour qu'il chante sur la chanson ? Ou d'avoir son avis dans l'absolu, quoi ? Oui, c'était son avis dans l'absolu, genre purement artistique. Jamais à l'époque je me serais permise, tu vois, de lui demander quoi que ce soit d'autre, en fait, puisque c'était même pas le sujet, en fait. Je voulais juste avoir son sentiment. Et ensuite, quelques années, on va dire, plus tard, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et là, il m'a invité sur ses concerts, en fait, en première partie. Et du coup, on a pu partager ce titre sur ses concerts. Et encore quelques années plus tard, donc l'année dernière, on a enregistré ce fameux duo, qui est donc le titre qu'on a partagé depuis 5 ans sur scène, quoi. Et donc c'est une très longue histoire, mais assez belle finalement, parce que je me dis quand même, c'est fou que quelques années après lui avoir fait écouter mon premier titre, on se retrouve à le chanter ensemble pour de vrai, dans un vrai studio, avec tout ça, quoi. Ouais, et il y a quelque chose qui concrétise tout ça, c'est le clip qui est sorti il y a quelques semaines, un clip un peu en pleine nature, un peu sauvage. Et dans la même optique, il y a quelques semaines aussi, il y a le clip de la chanson Mon cœur il va bien qui est sorti, c'est un clip un peu plus coloré, rétro presque, je dirais. Et un clip, ça reste une manière aussi de présenter un titre avec un angle particulier, de le faire découvrir à peut-être des gens qui ne te connaissent pas tout court. Quel lien, toi, tu entretiens avec les clips précisément ? Est-ce que c'est quelque chose qui a une grande importance dans ton identité d'artiste ? C'est vrai que, comme tu le dis, ça permet de faire le lien entre parfois l'artiste, la chanson et l'image qui renvoie ou le message qu'il veut faire passer. Donc c'est vrai que les clips sont des vecteurs importants. Ça reste quand même de l'image et ce que tu veux transmettre. Après, il y a certains clips que tu peux prendre, par exemple, très au sérieux, parce que c'est des clips que tu estimes importants pour toi et tout. Après, d'autres clips où tu peux être plus dans la déconne et tout. Moi, là, je sais que, par exemple, sur le clip de Palmier, en hiver avec Julien Doré, j'ai voulu vraiment rendre hommage à son univers, au titre, parce qu'il est réarrangé de manière orchestrale et tout. Et donc je voulais un truc qui nous colle, qui soit très simple, dans des grands espaces, très nature finalement.
Là où tu vois, sur un clip comme celui que je viens de sortir de Mon cœur il va bien, mon nouveau single, là on est complètement dans un univers beaucoup plus différent, on s'amuse avec les tenues. Oui, c'est vachement drôle. Voilà, c'est un peu plus dans l'autodérision, mais je veux dire, c'est important d'avoir toute cette palette aussi, parce que de toute façon, les chansons, c'est comme des photos, tu vois, d'une humeur. Donc un clip, bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu dois rendre compte de l'humeur du titre. Est-ce que tu théorises, toi, justement, cette notion de construire une œuvre et d'enchaîner les albums avec une espèce de fil rouge? Est-ce que toi, tu conceptualises ça, ou est-ce que tu te dis, mon album, c'est un portrait de moi maintenant, mon précédent, c'était un portrait de moi à l'époque, et il n'y a pas nécessairement un rapport et c'est pas très grave? Disons que, en tout cas, toutes les grosses figures avec lesquelles j'ai grandi, tu vois, qui sont pour moi des génies de l'écriture et tout, type Leonard Cohen et tout, je trouve qu'il y a toujours un fil de par leur poésie, de par leur voix, etc. Mais je trouve que des œuvres justement sur le long cours, c'est quelque chose qui se faisait, je trouve, entre guillemets, dans la vraie musique, ce que j'appelle la vraie musique, donc les années 60, 70, 50. Mais c'est de moins en moins le cas. Et en fait, c'est ultra bête, mais je crois que j'aimerais beaucoup pouvoir dire, oui, mon œuvre, tu vois, il y a un point d'entrée, un point de sortie. Mes disques sont des parties, tu vois, d'une œuvre plus générale et tout. Mais la vérité, c'est que non, parce que en fait, comme tu dis, pour moi, mes chansons et mes albums sont des photographies de moments de vie. Donc, que j'arrive pas à forcément inclure dans une sorte de vision globale et tout. Je crois que c'est déjà pas mal, tu vois, d'avoir la vision sur toi-même sur 3 ans, ce qui est la durée de vie d'un disque. Et voilà, mais j'aimerais faire comme, je sais pas, Pink Floyd et tout, mais je crois que je sais pas si... De toute manière, je suis plus sûre que les gens attendent vraiment ça, consomment la musique comme ça, etc. Donc voilà, bon, ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais j'avoue que non, je pense vraiment mes disques comme déjà comme un disque, ce qui est déjà comme des objets beaucoup isolés, dans notre époque, là où t'es là, on balance un titre, un EP, tout est très décousu et tout. Donc je trouve qu'aujourd'hui, arriver déjà ne serait-ce à faire un disque, c'est quand même pas mal. Ça me semble pas mal. Ton album d'avant, c'était Braquage. Est-ce que tu as noté une évolution de ta voix de manière très concrète, et peut-être aussi de ta technique, de ton écriture aussi, je sais pas, mais au-delà des thèmes, de l'identité de l'album précisément, est-ce que de manière concrète, tu t'es pas forcément amélioré d'ailleurs, mais est-ce que tu as noté une évolution? Une évolution, et puis surtout une meilleure assise, quoi, je dirais. En fait, c'est mieux se connaître, quoi. Donc forcément, là maintenant, quand je réécoute Braquage, bon, j'aime toujours effectivement de ouf ce disque et tout, mais c'est vrai que même en fait, c'est surtout grâce au live, parce qu'en fait, plus tu tournes, plus tu réhabites tes chansons, plus tu les réinterprètes, etc. Et donc forcément, tu les chantes un petit peu différemment, avec une intention différente, une force différente, une assise différente. Et donc forcément, et donc toute cette expérience qui est engrangée en tournée, effectivement, tu peux le réinjecter, on va dire, dans tes futurs enregistrements et tout. Et donc, effectivement, d'un disque à l'autre, ta voix évolue, hein, c'est un instrument, tu vois, c'est un organe vivant, hein, la voix. Donc il évolue de par effectivement plus de technique, et ensuite, suivant tes goûts du moment aussi, je pense. Tu penses tes chansons pour la scène, précisément, désormais? Désormais, ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas sur Braquage, par exemple. Mon premier disque, c'est un disque que j'ai vraiment fait entre moi et moi-même, quoi, où j'avais beaucoup de mal à me projeter sur scène. Et j'ai découvert vraiment la scène en défendant Braquage, et ça a complètement changé ma vision du show, en fait. Pour quelle raison? Je sais pas, première déjà fois que je rencontrais un public en chantant en français, parce que depuis 10 années avant, j'étais en anglais, donc c'était beaucoup plus laborieux et tout, faut pas se cacher, quoi. Donc là, déjà, le fait de sentir dans les yeux et d'entendre les gens donc comprendre et chanter tes paroles, ça change tout. Et donc là, tu comprends qu'il y a une porte qui s'ouvre, et que en fait, il faut y aller à fond, quoi. Et du coup, sur ce deuxième disque, effectivement, j'ai évidemment pensé à l'aspect live de tout, quoi, parce que un concert, c'est
c'est 1000 émotions, tu vois. Donc, j'ai voulu faire un disque très, entre guillemets, varié, quoi, tu vois, avec plein d'énergies différentes, de manière à ce que, en concert, ça soit à peu près la même chose. Et l'espace qu'est la scène, est-ce que sa vision, la vision que tu en as a évolué? Parce qu'il me semble qu'au départ, c'était un truc qui te... J'allais dire qui t'effrayait. C'est exact. C'est vrai que pendant les 10, 11 premières années, avant que je passe au français, en fait, j'avais un rapport très compliqué à la scène, très angoissée. Je m'excusais d'être là, j'étais très timide, j'étais toute seule avec ma guitare. Et ça faisait pas partie de, comme plein de chanteurs me disent, justement, presque de l'aboutissement d'un album, etc. Là, tout de suite, au moment T, ouais. Oui. Maintenant, j'ai évolué vers ça, mais la majeure partie du temps, donc on va dire jusqu'à ce que je sorte ce fameux disque en français, la scène a toujours été problématique pour moi, que c'était une grosse souffrance. J'étais toute seule sur scène, donc je tournais toute seule, j'ai fait énormément de premières parties et tout, donc c'est des conditions assez hard aussi, parce que t'es tout seul, t'as pas d'équipe. Tu débarques dans des salles où devant un public qui te connaît pas, donc c'est vraiment, tu rentres dans l'arène, quoi. Et ça, c'est pas forcément des choses, je veux dire, moi je suis quelqu'un d'assez fragile, et c'est des expériences de vie, qui te forgent aussi, on va dire, mais c'est pas à n'importe quel prix, quoi. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, effectivement, je considérais que j'étais beaucoup mieux chez moi dans ma chambre à composer ou en studio à enregistrer et à partager ensuite sur internet, bien entendu, mais l'exercice de la scène, on va dire que je m'étais pas du tout trouvée, et franchement, et c'est arrivé super tard, quoi. Depuis que je chante en français, je me suis trouvée, voilà, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Qu'est-ce qui va se passer le 6 avril? Je sais pas. C'est quoi le 6 avril? Le 6 avril, tu joues à l'Olympia. Ouais. C'est un gros rendez-vous, j'imagine, en tout cas symboliquement. Ouais. Est-ce que tu vas préparer des trucs de ouf? Oui, c'est vrai que l'Olympia, tu le traites un peu comme une date d'exception, quoi, parce que c'en est une. En vrai, ouais. Même si tout le monde s'évertue, c'est marrant parce qu'on a vraiment beaucoup de... On rigole énormément de ça avec mon groupe, parce que là, depuis un mois, du coup, à chaque fois qu'on joue en concert, on se fait 2-3 blagues par jour sur ça, et on se répète « Ah, mais c'est une date comme une autre, hein, c'est une date comme une autre », etc. Donc ça, c'est notre running gag. Voilà, je pense qu'on va le répéter le jour de l'Olympia, on va se le répéter toute la journée sur scène. Ah, mais c'est une date comme une autre, alors que absolument pas. Alors que tu vas débarquer du plafond. Ouais, voilà. Donc non, bien sûr, tu retravailles tout, tu vois, le show lumière, la mise en scène, les arrangements, les enchaînements de chansons. Donc oui, c'est une date qui va être pleine de surprises, et à la fois que j'ai très hâte de vivre, et en même temps, j'ai pas non plus envie que ça passe trop. Voilà. Ouais, j'imagine. J'aime bien parler de la manière dont tu construis des chansons, dont tu les écris. Par exemple, est-ce que tu t'aides d'un instrument pour écrire tes chansons? Est-ce que plus globalement, tu as une manière d'écrire tes chansons? Alors, depuis que j'écris en français, je compose majoritairement au piano. Okay. Voilà. Avant, j'étais guitariste de base. Et puis, je suis passée au piano en écrivant en français, parce que je sais pas, bizarrement, j'étais très bloquée pour écrire en français à la guitare. Je trouvais ça tout de suite trop poète, quoi. Donc, je me suis mise au piano, et donc voilà. Et après, sur la méthode, j'ai pas vraiment de méthode. C'est laborieux? Non. Enfin, c'est pas laborieux du tout. C'est plutôt... j'ai un rapport ultra viscéral à l'écriture. Et surtout au texte, en fait, parce que c'est en gros ce qui m'intéresse le plus, c'est l'écriture des textes, même si j'adore écrire des mélodies et faire mes arrangements et tout, mais je veux dire que quelle que soit la qualité de la musique que je peux produire, si je suis pas satisfaite du texte, tu peux être sûr que la chanson, je la jette, et elle sort jamais. Même la question, et tu jettes beaucoup ou pas? Oui et non, dans le sens où quand je sens que ça bloque, justement, que c'est laborieux, je m'y attarde pas, et je me dis c'est un signe, c'est que cette chanson ne doit pas se faire, et donc généralement je vais rarement au bout d'une chanson pour la jeter, quoi. Je perds pas trop mon temps, quoi. Ce qui fait que parfois par journée, quand je suis en phase d'écriture, tu vois, tu peux faire 5 débuts de morceaux, et puis le soir tu jettes tout, et puis on verra demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des thèmes, des mots est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis? Non, j'ai pas trop de tabous. D'ailleurs, quand j'ai sorti Braquage, c'était un truc qui ressortait assez souvent sur la manière dont justement je m'adressais, beaucoup avec le tu, avec quelques mots un petit peu vulgaires et tout dans mes paroles. Mais à la fois, non, je réfléchis absolument jamais à ça quand je suis... Parce que sinon tu t'auto-censures, et je trouve que ça enlève un peu le sel, tu vois, de
de ce qui fait l'excitation d'écrire, quoi. Donc non, je me censure jamais. Après, il y a des thèmes où naturellement je ne vais pas. Voilà, des trucs qui m'intéressent pas de faire, tu vois, tout simplement. Et à l'inverse, on peut voir certaines de tes obsessions, j'imagine aussi. Ah oui, généralement c'est assez obsessionnel. Donc, voilà. Petit retour en arrière, tu as fait partie d'un syndicat étudiant, tu étais engagé, concrètement, je veux dire, sur le terrain. Je crois même que tu as songé à en faire une carrière à un moment dans ta vie. Est-ce que, en quoi plutôt, cette musique pourrait rejoindre parfois cet engagement ? Est-ce que tu essayes de laisser aussi cet ADN d'engagement dans certaines de tes chansons ou c'est complètement quelque chose qui est scindé ? Ouais, alors je dirais que c'est... En tout cas, je le vis de manière complètement dissociée, quoi. C'est-à-dire que je mets pas forcément d'engagement politique dans mes chansons du tout. Ouais, mais d'une manière ou d'une autre... Après, là où ça peut se rejoindre, c'est peut-être l'engagement... s'engager en politique, c'est une sorte de sacerdoce, quoi. C'est-à-dire que tu t'engages pleinement ton corps, ton esprit, H24, etc. Et la musique, finalement, rejoint assez ça. C'est un métier que tu peux difficilement faire en dilettante, quoi. Et la politique aussi. Donc voilà, donc je dirais que ça peut se rejoindre là. Et puis après, le point commun qu'il y a peut-être entre ces deux métiers, c'est d'aider les gens à différentes échelles, hein, mais je veux dire, quand tu écris de la musique et tout, il y a aussi une dimension qui peut parfois soigner un peu. Voilà. Donc c'est ça. Revenons 5 minutes sur l'album, sur l'objet disque. Sur la pochette, il y a un chien qui ne devait pas apparaître sur la pochette à la base, c'est drôle. Un chien qui s'appelle Peach, qui est un carlin. Et en fait, c'est juste un chien qui passait par là au moment où vous photographiez la pochette. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que dans tous tes projets musicaux, tu n'es pas du tout contre le fric ? Parce que là, pour le coup, c'est un chien qui passait et tu as décidé de l'inclure à ta pochette. Donc, est-ce que dans tes choix musicaux, artistiques, tu peux te laisser porter par n'importe quoi ? Est-ce que ça veut dire quelque chose, encore une fois, de toi ? Là, c'est l'accident heureux, en fait. Et chaque composition, chaque bonne tournure de texte, chaque bonne photo, instant, accident, en fait, fait que... c'est ça la magie, quoi. Donc je trouve que ça... C'est presque le principe du métier, d'ailleurs. Ouais, et puis en live, n'en parlons pas, c'est encore plus le truc. Donc oui, c'est important de rester ouvert à ce genre de petites surprises. Est-ce que tu te laisses inspirer, du coup, par les autres arts ? Je sais pas, la mode, la photo, enfin bref. Ouais, je sais pas du tout à quel degré ça infuse, tu vois, dans ma production musicale, mais je suis quelqu'un de très visuel, donc j'aime beaucoup regarder, que ce soit la photo surtout, j'aime beaucoup la mode, la peinture, et c'est vrai que la peinture c'est marrant parce que j'ai vraiment, ma mère m'emmenait énormément au musée, genre 3-4 fois par semaine, c'était obligatoire. C'est pas mal. Ouais, donc si tant est que je suis devenue vraiment allergique au truc, et puis plus tard j'ai recommencé et ouais, je me suis laissée surprendre en fait par tu vois la beauté de peinture, et tu vois, de juste rester devant et de te laisser happer, regarder. Et en fait c'est dingue parce qu'en fait quand t'écris une chanson, on te raconte quelque chose, donc c'est pas qu'on t'impose l'émotion, mais on te la dicte. Là où une peinture, c'est genre complètement libre, et elle te happe, ou elle te prend, ou elle te prend pas, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fort dans ce genre d'art qui laisse complètement libre, tu vois, le mec qui est devant à se gratter la tête et à se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire et tout. Donc ça, je trouve ça assez cool. Mais après c'est vraiment des choses, je sais pas si c'est vraiment relié à la musique ou quoi, mais voilà, j'aime beaucoup surtout les yeux, quoi, je dirais, pouvoir regarder d'autres choses, photos, peinture, ce genre de trucs. Ton actu, c'est le 6 avril à l'Olympia. Est-ce que tu fais des festivals ? Est-ce que tu fais des festivals cet été ? Oui, il y en a pas mal qui sont annoncés déjà, et d'autres qui vont commencer à être annoncés, effectivement. Ouais. On est d'accord que tu n'écris pas encore... Enfin, quoique, est-ce que tu écris Je sais pas. Je ne sais pas, donc oui. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, toutes mes invitées. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Coup de cœur culturel à partager, oui, j'en ai plein, je dirais. Félicitations. Non, mais que je peux potentiellement partager, mais après c'est pas vraiment des coups de cœur, c'est genre des trucs qui sont en train de devenir un petit peu obsessionnels, mais j'écoute là en termes de musique.
en ce moment et depuis quelques mois, années. J'écoute en boucle généralement une fois par jour au moins la bande originale de La La Land qui a été composée par Hurwitz et dont je sais pas, les arrangements sont tellement dingues que je passe des heures à écouter pour décrypter toutes les parties qu'il y a. Okay, donc ça, voilà. Et en même temps, donc, c'est un album vraiment, je trouve, pour regarder la vie différemment, parce que tu mets cette musique dans le métro ou quoi, enfin tout est, voilà, ça y est quoi, tu tombes amoureux de n'importe quoi, d'une feuille qui tombe, ouais, c'est vraiment très... ça t'enjaille quoi, je sais pas comment dire autrement. Je pense qu'on... Voilà. Et ça, et sinon, peut-être une petite touche politique pour rire. J'ai regardé une série que tout le monde va dire c'est super mauvais et tout, mais une série Netflix qui s'appelle The Designated Survivor. D'accord. Voilà, qui pitch rapidement. En gros, c'est une sorte de remplaçant en cas de mort imminente du président américain. Bon, donc bref, voilà, ce qui advient. Okay. Et du coup, c'est un mec, un secrétariat au logement qui prend la tête des États-Unis du jour au lendemain. Et c'est assez dingue, j'ai trouvé la précision en fait des jeux de pouvoir, des arcanes et tout. J'ai trouvé ça vraiment très très fort, quoi. Et ça a donné un petit peu envie d'habiter à la Maison Blanche, quoi. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.